Donc ce qui était de plus en plus clair pour moi, c'était que la brique de base, au point de vue formel des cérémonies, toutes les cérémonies, les grandes, les petites et moyennes, c'était l'accueil. Et c'était plus précisément, la brique de base, c'est la forme minimale de l'accueil. Et les Kanaks, à propos d'accueil, me parlaient régulièrement de grandes cérémonies, les tiams, qui étaient extrêmement importantes dans le cadre de Hot Mawab. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les tiams, c'était précisément des cérémonies d'accueil, c'était les plus grandes cérémonies d'accueil de cette partie de la Nouvelle-Calédonie, et elles étaient, ces cérémonies, pratiquement absentes des publications. Pour Hot Mawab, dans mes souvenirs, je ne les avais jamais vu mentionner, je n'avais jamais mentionné le nom Tiam. Hein. Alors ça, c'est une chose qui est intéressante pour Hot Mawab. Hot Mawab, vous avez une dizaine de langues différentes, peut-être un peu plus, qui sont parlées dans Hot Mawab, mais il y a le vocabulaire de l'ensemble régional, donc de Hot Mawab, qui est commun. C'est-à-dire que partout, quelle que soit la langue qui est parlée, le personnage qui représente la grande maison, c'est le Téama, son cadet, c'est le Mweao, sa grande sœur, c'est Kavo, la jeune sœur, c'est Hiré, et un autre exemple, c'est le mot Tiam est utilisé, à ma connaissance, dans la plupart de ces langues, au moins au nord de Hot Mawab. Il y a une sorte de vocabulaire au sens strict du terme, pas seulement cérémoniel, mais il y a un vocabulaire commun pour cette partie de la Grande Terre. Donc, je me suis rendu compte, ces fameux tiams, c'était des grandes cérémonies. Alors, les rares indications qu'on avait, c'était quelque chose dont parlaient certaines publications, ça s'appelait le discours sur le bois, et je pense qu'il était pratiqué dans d'autres régions, et on avait une interprétation comme quoi l'orateur montait dans un arbre pour faire son discours, mais on avait aussi d'autres interprétations qui disaient non, l'orateur ne monte pas du tout dans un arbre pour faire son discours sur le bois, mais il se passe autre chose qui a un rapport au bois. Enfin bon, c'était pas clair du tout. Puisque ces grandes cérémonies, j'ai eu l'occasion de les voir à plusieurs occasions, et même après avoir écrit mon livre, elles étaient pratiquement absentes des publications, elles étaient si importantes pour les gens de Hot Mawab, j'ai décidé, pour mon premier livre, de me concentrer sur ces grandes cérémonies d'accueil, mais de les introduire à partir, évidemment, d'autres types de cérémonies d'accueil et de les élargir à leurs adaptations, quand, par exemple, le Conseil Hot Mawab veut dialoguer avec le représentant de la France. Alors, c'était d'autant plus intéressant à faire qu'en fait, les accueils sont extrêmement plastiques, très adaptables, et qui sont pratiqués aussi bien pour recevoir des délégations des sociétés voisines, pour célébrer le peuple kanak dans son intégralité, je dirais, en tant que peuple indigène. Ça, je pense à une grande cérémonie qui a eu lieu à Poindimié en 1992. Alors plus tard, on n'utilisera pas le mot indigène, qui est devenu un peu tabou. On a utilisé le mot autochtone, mais à l'époque, on a utilisé le peuple indigène. Ces adaptations, on les trouve aussi pour des très grandes commémorations comme celle du 150e anniversaire de la christianisation, je viens de le dire, pour la réception du haut-commissaire. Alors, la réception du haut-commissaire, je pense à un exemple précis que j'ai documenté dans ce livre. C'est le haut-commissaire Chris Nart qui est venu tester devant le Conseil Hot Mawab une grande partie du texte du préambule de l'accord de Nouméa, et ceci pas mal d'années avant que ce texte sorte sous cette manière imprimée de préambule de l'accord de Nouméa.
Alors, les accueils cérémoniels, Stéphanie Graff l'a montré dans sa thèse, ils sont aussi utilisés à Nouméa, près de Nouméa, pour recevoir le président de la République devant la grande maison du Sénat kanak. Et on a même une très très brève description, très frustrante, de l'accueil de James Cook quand il arrive à Balade, donc la première fois qu'un équipage européen, première fois documenté qu'un équipage européen touche la grande terre de Nouvelle-Calédonie. Il arrive à Balade, Cook, et il est reçu par le Théamin de Balade. Il transcrit le mot en anglais, mais clairement c'est le Théamin de Balade. Il est reçu avec un discours qui est un discours de Thia. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très adaptable, et je suis absolument convaincu maintenant qu'il s'agissait d'une des modalités qui permettait au peuple du Pacifique d'être aussi mobiles qu'ils l'ont été, parce qu'il y avait toujours la possibilité, quand on arrivait dans une île où on n'était pas vraiment attendu ou pas vraiment connu, de faire fonctionner un certain nombre de procédures telles que les accueils, éventuellement de grands accueils, pour être acceptés dans des conditions évidemment sur lesquelles nous n'avons pas de documents de type historique, hélas, très probants, en tout cas pas à ma connaissance. Alors, puisque je parle des grands accueils de Hotmawap, il faudrait que je parle un petit peu de cette région Hotmawap. Il y a énormément de choses évidemment à dire dans le détail, mais qu'est-ce qu'on peut dire comme ça en essayant d'être assez clair et sans trop trahir ce qui se passe dans cette partie de la Grande Terre. Alors, j'avais lu, en particulier dans les publications de Guillard, des choses sur Hotmawap, mais c'était véritablement pas très clair. On avait beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agissait. Il y avait des textes anciens qui parlaient aussi de Hotmawap. Alors là, c'était vraiment très très clair, c'était généralement des textes de missionnaires. C'était dans Hotmawap, d'un côté, il y a les Hot, de l'autre côté, il y a les Wap. Et quand il y a une guerre, il y a des alliances de Hot qui vont se battre avec des alliances de Wap. Ce n'est pas toujours les mêmes alliances, mais c'est très très souvent comme ça que ça se passe. Voilà. Et alors, la colonisation et la christianisation ont beaucoup joué sur ces antagonismes entre Hot et Wap pour affaiblir le monde kanak et pour s'assurer, comment dirais-je, des arrivées qui soient moins problématiques parce qu'on se ménageait des alliances, soit d'un côté, soit de l'autre, et ça aurait été beaucoup plus problématique si on était arrivé dans cette partie du pays sans ces alliances. Donc voilà, j'en étais là, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'à Erasme, Patrice Godin avait fait un certain nombre de séminaires, et dans un de ces séminaires au moins, et lui parlait de Hotmawap, et c'était beaucoup plus clair. Il avait vécu dans la région, il connaissait la région, et la chose devenait claire pour qui connaît l'Océanie. Ah, c'est encore un système de relations régionales en Océanie, comme il y en a tellement. Il y en a vraiment absolument partout. Il y en a des petits, des moyens, des grands. Il y en a qui se passent uniquement sur Terre. Il y en a d'autres qui, comme la Kula par exemple, qui relient plusieurs îles. Mais on connaît ça très bien en Océanie. C'est un exemple, mais c'est un exemple calédonien. Donc ça, c'est une information qui a beaucoup contribué à ma décision finale d'aller travailler en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en Océanie, dans les temps anciens, les relations de violence s'accompagnaient presque toujours d'un tas d'autres relations, pas forcément toujours les mêmes. Alors, bien sûr, à Monoalou, j'avais vu comment ça fonctionnait dans le détail, et donc je m'étais dit, on va voir comment ça fonctionne aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, enfin au nord de Kanaki. Et ça, c'est un choix que j'ai vraiment pas regretté, parce que du fait que le Conseil Hotmawap
demandait à avoir des ethnologues, mais pas seulement des ethnologues bien sûr, mais on était particulièrement bien accueillis quand on allait travailler sur ce type de problème. Alors, donc je l'ai dit, André Théin-Youenne, c'était le président du Conseil Otmar-Wap. C'était lui qui m'avait accueilli peu de temps après mon arrivée en Nouvelle-Calédonie, et puis accueilli dans son village à Rama. J'avais travaillé avec plusieurs personnes, ou j'ai travaillé plutôt, et je travaille toujours, avec plusieurs personnes, disons de sa famille. Je rentrerai dans les termes compliqués tout à l'heure. Et une chose d'ailleurs, c'est qu'après l'accord de Nouméa, après 1998, il est devenu premier président du Sénat kanak. Alors, André Théin-Youenne, j'aimerais en parler. C'était un personnage qui était à la fois d'une très très grande discrétion, d'une détermination et d'un optimisme au-delà de tout ce qu'on peut espérer. C'était aussi un très grand savant et c'était un très grand orateur dans plusieurs langues. Principalement en nyalayu, mais aussi en français, et parfois j'ai entendu faire des discours dans d'autres langues. C'était aussi un homme qui était très loquace, il aimait parler, et avec lui, j'ai eu la chance d'apprendre énormément de choses. Alors, dans l'enfance, André, qui était un jumeau, avait été adopté par Basile Théin-Youenne, qu'il avait choisi en observant les enfants, et il l'avait choisi, André, pour son intelligence et pour sa mémoire. Alors cette mémoire, j'ai souvent testé pour confirmer mes données orales. Je me souvenais de choses qu'il m'avait dites, par exemple quelques mois auparavant, mais quand ça revenait dans la conversation, je le relançais sur le sujet, et je me suis toujours rendu compte de la fiabilité de sa mémoire. Je n'ai jamais relevé de contradiction dans ses affirmations. Dans l'enfance donc, et dans sa jeunesse, au cours des années, Basile, qu'André appelait mon vrai père, avait enseigné systématiquement à cet enfant tout ce qu'il savait. Et donc ça, c'était quelque chose dont André lui-même disait que c'était très très rare dans cette région. Ce qui se passe plutôt dans cette région, alors bon, quand même un certain nombre d'indications sur les modalités de cet enseignement par Basile à son fils adoptif André. Parmi toutes les procédures, il l'emmenait sur la plage et il dessinait sur le sable, comme on dessine sur un tableau, il dessinait un certain nombre de choses, il dessinait un certain nombre de relations, etc. Bon, André ne m'a jamais fait part des dessins. Est-ce qu'il s'en souvenait lui-même? Je ne sais pas. Mais ce sont des choses évidemment qui ring a bell pour les gens qui travaillent au Vanuatu, puisqu'il y a des choses de cet ordre-là au Vanuatu. Il y a aussi des choses qui ont été étudiées par Nancy Munn en Australie, qui se rapproche un peu de ça. Enfin, il y a beaucoup de choses à trouver de ce côté-là, je crois encore, pour les anthropologues. Bref, comment ça se passe d'habitude pour un apprenant, ce qu'on appelle aujourd'hui un apprenant dans cette région, dans cette partie du monde kanak? Eh bien, en gros, on laisse les gens dans le contexte qu'ils vont apprendre. Alors c'est très clair pour le contexte cérémoniel. Vous avez un jeune homme, quand il va être suffisamment costaud, alors quand il est un gamin, etc., il va dans les cérémonies, il fait un peu ce qu'il veut, il joue, l'essentiel c'est qu'il ne fasse pas de bruit, sauf dans les mariages on peut faire du bruit, mais il va dans les cérémonies, il assiste ou pas, en général il mange bien entendu parce qu'on mange très bien, mais il va devenir un gamin assez costaud, 14, 15 ans, etc., on va lui dire d'aller chercher du bois de cuisine, avec d'autres jeunes gens, et il va ramener des centaines de kilos de bois de cuisine dans la cuisine, où c'est les femmes qui font tourner l'ensemble du truc. Et puis quand il va avoir peut-être 17, 18 ans, mais ça va dépendre aussi beaucoup des personnes, ça va dépendre des groupes de parenté, etc., eh bien, quand il va avoir 17, 18 ans, il va être préposé à la présentation des prestations cérémonielles. Il y en a parfois des
des centaines de kilos à descendre d'un camion, à disposer par terre, éventuellement, si c'est les manous, à disposer au sol, etc. Puis ensuite, après la fin de la cérémonie, il faut les replier, il faut les remettre dans le camion, il faut les emmener à l'endroit où on va les compter, etc., etc. Donc ça, c'est des gens un petit peu plus jeunes. Et peu à peu, à force de participer aux cérémonies, de participer au comptage, etc., il va prendre un petit peu d'assurance, beaucoup de connaissances, etc. Et peu à peu, il va devenir, avec l'âge, souvent après le mariage, pas toujours après le mariage, mais quand même très souvent, après le mariage au sens qu'il a des enfants avec une femme, hein, pas au sens d'un grand mariage. Le grand mariage, c'est relativement exceptionnel. Il va devenir éventuellement un orateur, éventuellement il va devenir un grand orateur. Je me souviens d'un homme, alors c'était un homme de Poum, à qui j'avais demandé comment tu as appris à faire les discours, etc., etc. Et il m'avait dit, et on sentait encore, il y avait une sorte de terreur en lui quand il parlait de ça. Hein. Il y a un mot en anglais qui n'existe pas en français, c'est « oh ». Il avait en lui cette émotion très très forte et il disait « mais tu ne te rends pas compte ? On était dans les cérémonies, on était derrière tout le monde, on était là, il fallait écouter, on n'avait pas le droit de poser des questions. » Alors donc André, lui, il a reçu une socialisation complètement différente. C'est-à-dire, il ne faudrait pas dire, voilà, dans Otmawa, tout le monde est éduqué, on va dire, dans les cérémonies en particulier, mais pour la pêche, etc., d'une façon. Non, il y a des manières différentes de faire tout ça. Hein. Alors ce qui se passait, c'est que Basile Théingueux n'avait pas d'enfant, et qu'il s'agissait pour lui, il n'a pas d'enfant en Kanaki, il s'agissait pour lui de perpétuer le Point Mevu Théinguën, qui était un groupe social qui autrefois avait constitué l'intégralité du groupe local d'Arama. Les Théinguën étaient ce qu'on appelle parfois en Nouvelle-Calédonie les maîtres de la terre. C'est une expression qui n'est pas bonne, disons qui est peu pertinente, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une expression qui soit moins mauvaise. La seule expression que j'ai trouvée, c'est groupe accueillant. Alors pourquoi groupe accueillant? Parce que ce que décrit un mythe Wandjama d'Arama, que m'a raconté André Théinguën, c'est quelque chose que l'on trouve partout en Nouvelle-Calédonie et que l'on trouve beaucoup dans l'ensemble de l'Océanie. C'est une société locale qui existe, qui a une configuration particulière et qui accueille un Théama. Alors certains disent, oui, c'est une manière de transformer par le mythe une défaite militaire. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas dans la région dans laquelle je travaille, j'ai aucun moyen de savoir, parce que le mythe, s'il traduit une défaite militaire, s'il cache une défaite militaire, il la cache vraiment très très bien, hein, parce que le personnage en question, il est caché dans un arbre, c'est avant l'introduction des chiens, donc c'est avant l'arrivée des Européens. Il est caché dans un arbre, il pense que personne ne va pouvoir le trouver, mais quand même il le trouve dans l'arbre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cueille le Théama. Hein, et le titre du mythe, c'est cueillir, c'est la cueillette. Donc voilà, ce groupe parfaitement constitué s'adjoint un Théama, fait disparaître son propre Théama et toute une partie de sa propre structure, on dirait pyramidale si on voulait simplifier, hein, pour le confier à ce Théama. Mais en même temps qu'il adopte ce Théama, qu'il accueille ce Théama, le mot est le même, hein, Wové, en même temps, il lui donne une femme. Et le Théama n'a pas de terre. Il dépend des terres de sa femme. Donc, ils sont les affins du Théama, avec toute la richesse des relations d'affinité de par le monde, mais en particulier en Nouvelle-Calédonie, qui est quelque chose que les anthropologues connaissent en général assez bien, et que certains appellent d'ailleurs l'alliance, mais je ne crois pas que ça soit le terme propre. Dumont a écrit un papier là-dessus qui, je crois, est assez définitif, enfin j'espère. Donc,
André était le descendant de Basile. Il était l'ancien Houlak du groupe T1UN, du Point Mévou T1UN. Et un de mes premiers problèmes, ça a été de comprendre ce que c'était qu'un point Mévou. Alors, heureusement, Pierre Gagne, qui a été un de mes autres interlocuteurs les plus savants et les plus extraordinaires, Pierre Gagne m'a dit « Moi, je ne dis pas point Mévou, je dis point Yamévou ». Et alors là, les choses se sont éclaircies peu à peu, parce que d'un côté, vous aviez les points Yamévou, hein, et de l'autre côté, vous aviez les Yamévou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, point, ça veut dire la porte. Et Yamévou, c'est un groupe de parenté, on va dire, pour simplifier. Alors, la porte des Yamévou, si vous imaginez une maison kanak, hein, il y a une seule porte dans une maison kanak, ils passent tous par la même porte, c'est que ça veut dire qu'ils font tous partie de la même grande maison, donc ils font tous partie d'un groupe qui est rassemblé dans le point Mévou ou dans le point Yamévou. Donc, le point Mévou, ça indiquait un assemblage de ce que nous appelons, nous, en français courant, des clans. Hein, et au départ, c'est le terme que j'ai utilisé. Alors je me suis dit, je vais appeler les Yamévou, les groupes de parenté les plus répandus, je vais les appeler des clans. Puis ensuite, je me suis dit, mais comment j'appelle un point Mévou? Alors je me suis dit, non, je vais faire le contraire. J'ai appelé le point Mévou un clan, et puis je vais appeler les Yamévou des sous-clans. Et j'ai eu le malheur, je crois, de publier un texte comme ça, puis que j'ai dû donner mon premier retour sur le terrain, peut-être le deuxième retour sur le terrain. Là, je ne me suis pas fait vraiment engueuler, mais je me suis fait très très mal recevoir. On m'a fait comprendre que quand j'utilisais le mot sous-clan, il y avait sous. Hein, et que ça diminuait les gens. Il n'était pas question d'utiliser. Alors ça, c'est un des problèmes de traduction des anthropologues. Hein. Et là, en Nouvelle-Calédonie, les gens peuvent vous lire. Et c'est évidemment pas comme s'ils n'avaient pu parler qu'anglais et donc étaient dans la possibilité de vous lire en français. Donc j'ai été amené à reprendre complètement ma manière de parler de ces points Mévou et de ces Yamévou.